Oui, tu veux ajouter quelque chose? Merci. Alors j'ai entendu beaucoup de choses qui ont trait à la relation entre le médecin et son patient, qui ont trait à la fois à une relation synchronique immédiate, mais à une relation diachronique, une relation qui s'établit dans le temps, dans la durée, dans un accompagnement, et que dans cette relation il y avait des éléments qui avaient à voir avec tous nos sens, écouter, ressentir, observer, toucher, et finalement ça veut dire que cette relation était fondée dans le réel, pas dans un imaginaire, pas dans un, enfin, ou dans, mais devait se revenir au réel, avec l'idée qui m'est venue en t'écoutant qu'il devait y avoir un feedback de réalité dans toutes ces médecines-là, c'est-à-dire que on n'était pas dans une projection sur ce qu'était le malade, sur ce qu'était sa guérison, etc. On était à le suivre à chaque étape de son évolution. Il y a autre chose pour moi, c'est l'idée que la maladie dans toutes ces ethnomédecines est une rupture de l'homéostasie, de l'équilibre de relation au monde et de relation à plus grand, et de relation au sens aussi. Donc et qu'elle traite toutes de ça, d'essayer de remettre un sens, de redonner du sens à la maladie, et que ça a à voir avec l'idée d'un récit, de raconter une histoire qui peut être autour de la question du souffle, de l'énergie qui circule, autour des étoiles du grand rythme cosmique, autour des cercles dans lesquels on vit et où on est situé, mais que cette histoire permet à nouveau à un être humain qui serait perdu et malade de retrouver, d'être un être situé. Situé au sens où il est incarné, il est dans une incarnation et il ne le choisit pas. Il est situé au niveau familial, dans une interrelation avec ses proches, avec son environnement proche. C'est pas juste le médecin et le patient, c'est aussi toute la sphère familiale qu'il y a autour, qui est malade et qui doit être réparée quelque part. Il est situé dans une filiation, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de nulle part et il ne va pas nulle part. Il procède de quelque chose, d'une longue chaîne d'amants et d'amantes, disait Christiane Singer. On vient d'une longue chaîne d'amants et d'amantes on doit continuer, porter le fil de la vie derrière, et que quelqu'un en santé, c'est aussi celui qui porte le fil de la vie. Et puis il y a un dernier point que je voudrais aborder. Alors ça fait un peu catalogue, hein, excusez-moi, mais c'était en écoutant Patrick. C'est que dans toutes ces médecines, il y a aussi une question qui est en trame de fond, qui est celle de mais qui est le gardien du savoir? Qui sont les gardiens du vivant? Est-ce que ces hommes et femmes médecine, ils gardent quelque chose? Ils sont des gardiens d'une tradition. À la fois, elle se modifie, elle évolue avec le temps, on l'a vu, hein, mais à la fois, elle est inscrite dans la durée, encore une fois, dans une filiation, dans une transmission. Et on a beaucoup entendu ce mot-là, de transmission. Dans notre médecine, on parle de formation, voilà, des écoles, etc. Mais je pense qu'il y a aussi tout un champ qui est commun, c'est cette idée qu'il y a une initiation, il y a un passage de relais à de nouveaux hommes et femmes médecine. Puis j'ai entendu plusieurs fois chez certains l'idée que peut-être il y avait des talents naturels, que certains étaient plus sensibles que d'autres, naturellement, dès leur naissance. Et pour moi, ça a à voir avec cette idée de l'empathie dont tu as parlé aussi, ou de la compassion. C'est qu'on n'a pas tous le même câblage aux autres, peut-être, et qu'il y a des gens qui sont plus naturellement enclins à l'empathie. Et que les hommes et femmes médecine de toutes ces ethno-traditions, ben, ils émergent parce que peut-être leurs qualités d'empathie sont importantes, avant même les qualités techniques. Voilà. Merci. Qui veut ajouter? Jean-Louis? Oh bah toujours avec joie. Bonjour. Et puis effectivement, nous sommes tous formés et donc déformés par nos univers de sens. Donc moi, je les qualifierais de la manière suivante. Elles sont non scientifiques, ce qui ne veut pas dire que la science ne puisse pas observer des effets. On peut par exemple voir que des patients qui reçoivent de l'acupuncture se portent mieux que des patients qui ne reçoivent pas d'acupuncture. Mais la base sur laquelle elles sont enracinées n'est pas une définition scientifique du réel, comme c'est le cas pour la science, pour la médecine, qui d'ailleurs n'est elle-même pas une science. Deuxième élément, c'est qu'elles sont mythiques. Et on a vu hier le hiatus, c'est-à-dire que dans le langage courant, le mythe ou l'imaginaire, ça représente ce qui n'est pas réel. Pour un anthropologue, le mythe, c'est ce qui dit le vrai. C'est ce qui éclaire la réalité.
Donc pour moi, quand je dis qu'elles sont symboliques ou mythiques, c'est une manière d'honorer ces pratiques parce qu'elles ont utilisé l'imaginaire et non pas la raison pour aborder le réel. Et autant la raison peut apporter des compréhensions du réel, autant l'imaginaire en apporte d'autres. Et puis la dernière dimension qui me vient à l'esprit, c'est la relation au sacré. Il y a une dimension sacrée, mais merci encore Didier pour la définition Lakota, le sacré c'est le mystère. Ça n'est pas la certitude. Et vous voyez, moi je crois que nous devons assumer cette position flottante. Quand vous tirez le tarot, le yiking sur une problématique, il y a deux hypothèses. Soit il y a une synchronicité mystérieuse qui fait que vous tirez cette carte et pas une autre, soit vous pourriez tirer n'importe laquelle, c'est juste une position qui vous permet de rencontrer une problématique depuis un certain point, et à la limite, peu importe celle que vous tiriez, ça vous décentre. Moi, quand j'ai pratiqué la transe aux Philippines, j'ai eu l'impression de reconnecter quelque chose dont ma culture avait perdu l'usage. Je suis sûr que notre druide connaît bien ça avec des onguents ou certaines pratiques, mais quand vous êtes en transe et que vous incorporez des entités, ça brasse, hein, rock'n'roll. Et puis, là encore, il y a deux postures. Ou bien ces entités existent réellement et vous incorporent, ou bien c'est la mobilisation dans l'imaginaire d'un archétype qui permet à notre système nerveux et à notre conscience d'entrer dans certains états dans lesquels elle ne pourrait pas entrer sans ça, mais sans forcément que ces entités existent comme vous et moi existaient dans le plan matériel. Et pour moi, dans la transmission, vu que j'ai beaucoup enseigné la transe, c'était essentiel de nommer ces deux hypothèses et de garder le mystère entre les deux. Parce que la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut avoir de certitude solide sur le dernier mot. Par contre, ce qui est clair pour moi en tant qu'anthropologue, c'est que ces univers de sens, gorgés de symboles, de transmission ancestrale, de regard sur le monde, ont une efficacité inévitable. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, qui a requalifié le mythe comme étant un regard de vérité sur le monde, parlait d'efficacité symbolique. Le symbolique est forcément efficace. Et cette posture-là, qui pour moi est l'évidence à ce stade de mon chemin, mais j'ai parcouru beaucoup de chemins, beaucoup de traverses pour y arriver, c'est aussi une manière de donner quittance aux ethnomédecines de leur richesse, de leur pertinence et de leur inquestionnabilité. C'est-à-dire quiconque qui arriverait en disant « Non, mais ça, c'est pas scientifique, ça vaut rien », oui, ça n'est pas scientifique et ça vaut quelque chose. Ça s'observe, ça se prouve, et le respect élémentaire qu'on doit à des générations et générations qui ont observé le réel avec d'autres moyens que les nôtres, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas être négocié, parce que si nous contestons ça, nous renions notre humanité.